Le 10 février 2026, Tumbler Ridge, petite ville minière nichée au cœur de la Colombie-Britannique, vivait un après-midi d'hiver ordinaire. Les montagnes entourèrent la ville, recouvertes d'un manteau blanc, et le froid mordant rappelait à chacun la rudesse de la saison. Les rues étaient calmes, presque désertes, alors que la lumière du jour commençait à décliner. La neige étouffait les bruits, enveloppant chaque maison d'un silence feutré. Les enfants, emmitouflés dans leurs manteaux, rentrèrent de l'école en traînant les pieds, laissant derrière eux des traces éphémères dans la poudreuse. Les parents, de retour du travail, saluaient leurs voisins d'un signe de tête, fidèles à la routine immuable de la petite communauté. À l'école secondaire, la cloche avait sonné depuis longtemps, mais quelques élèves et enseignants restaient pour des activités parascolaires ou des corrections tardives. Les voix résonnaient faiblement dans les couloirs, se mêlant au bruit lointain du vent contre les fenêtres. Les couloirs, autrefois animés par les rires et les pas pressés, étaient désormais calmes, baignés dans une lumière tamisée, marquant la transition vers la soirée. Les casiers fermés, les salles de classe vides, tout semblait figé dans l'attente de la nuit. Sur Fellers Avenue, les familles se retrouvaient autour d'un repas chaud, les maisons baignées dans la lumière bleutée du crépuscule. À travers les fenêtres, on apercevait des silhouettes, des rires étouffés, des gestes familiers qui rythmaient à la vie quotidienne. Rien, ce soir-là, ne laissait présager le drame à venir. La ville semblait protégée du monde extérieur, enveloppée dans sa bulle hivernale. Pourtant, derrière cette tranquillité apparente, la ville cachait des tensions invisibles, accumulées depuis des années. Des secrets, des non-dits, des rancœurs enfouies sous la neige. Ce calme apparent n'était qu'un fragile vernis, prêt à se fissurer au moindre choc. La normalité de cette journée allait bientôt voler en éclats, emportant avec elle l'innocence de Tumbler Ridge. Tumbler Ridge ignorait encore que son quotidien, si paisible en apparence, était sur le point d'être bouleversé à jamais. Ce mardi de février resterait gravé dans la mémoire collective, marquant la fin d'une époque et le début d'une nouvelle histoire pour la petite ville. L'auteur des faits, Jessie Van Roetseelaar, 18 ans, était une ancienne élève de l'école, connue aussi sous le nom de Jessie Strong. Peu de gens se souvenaient d'elle, mais ceux qui l'avaient de croiser parlèrent d'une adolescente discrète, souvent en retrait, qui semblait porter un lourd fardeau invisible. Derrière son apparence effacée, Jessie traversait des tempêtes intérieures que personne ne soupçonnait vraiment. Sa vie était marquée par l'instabilité familiale, des déménagements fréquents et des conflits de garde qui la forçaient à changer d'environnement sans cesse. Chaque nouveau départ laissait derrière lui des fragments de stabilité, rendant difficile la construction de repères solides. Les disputes entre adultes, les cartons jamais vraiment déballés, tout cela pesait sur son quotidien. Elle vivait avec sa mère et 2 demi-frères, dans une maison déjà connue des services sociaux pour des crises de santé mentale. Les visites des travailleurs sociaux étaient devenues presque routinières, mais aucune solution durable ne semblait émerger. L'atmosphère à la maison était lourde, parfois tendue, et Jessie se repliait de plus en plus sur elle-même. Sur Internet, Jessie affichait un intérêt croissant pour la violence, chaîne YouTube sur les armes, partage de contenu sur des fusillades et création d'un jeu de simulation d'attaque sur Roblox. Elle passait des heures devant son écran, explorant des forums sombres, cherchant des réponses, ou peut-être une forme de reconnaissance dans des communautés virtuelles où la violence était banalisée. En juin 2025, son compte OpenAI fut banni pour des requêtes violentes, mais l'alerte ne fut jamais transmise aux autorités. Ce signal, pourtant grave, s'est perdu dans la masse d'informations, sans qu'aucune main humaine ne vienne tirer la sonnette d'alarme. Les systèmes automatiques ont détecté le danger, mais personne n'a pris le relais. Ces signaux, visibles mais dispersés, n'ont jamais été reliés. Chacun, pris isolément, semblait anodin ou incomplet, mais ensemble, ils dessinaient un tableau inquiétant. L'absence de coordination entre les différents acteurs a laissé Jessie sombrer dans l'ombre. Une occasion cruciale d'intervention a été manquée. Si seulement quelqu'un avait su relier ces indices, peut-être que l'histoire aurait pu prendre une autre tournure.
Mais dans le silence des couloirs et l'obscurité des écrans, les courants invisibles ont continué de couler, emportant Jessie toujours plus loin. Un soir, quelqu'un l'a vue, assise seule sur le banc devant l'école, les yeux perdus dans la nuit. Personne n'a rien dit. Jessie portait un passé marqué par des troubles mentaux, avec plusieurs séjours à l'hôpital et des interventions policières liées à l'automutilation. Sur les réseaux sociaux, elle évoquait sans détour ses diagnostics et ses traitements, laissant entrevoir une détresse persistante. Les armes à feu avaient été retirées de la maison, puis rendues à sa mère, un mois avant les faits. L'accès retrouvé aux armes, ajouté à des signaux répétés de crise, laissait planer un risque difficile à ignorer. Les services de santé, la police, même certaines entreprises technologiques avaient tous perçu des signes d'alerte. Pourtant, il n'y a pas eu de vision d'ensemble du danger. Les alertes existaient, mais les réponses sont restées dispersées. Peut-être que la suite était déjà écrite, ou peut-être pas. Le 10 février, la violence a éclaté d'abord au domicile familial. C'est difficile à dire, même maintenant. Jessie a tué sa mère et son demi-frère de 11 ans. Un autre enfant a survécu et a pu alerter la police. On peine à imaginer la peur dans cette maison. Armée, elle s'est ensuite dirigée vers l'école secondaire, un lieu familier, un endroit qui aurait dû rester sûr. À 14h20, elle a ouvert le feu dans l'établissement, tuant une éducatrice et 5 élèves dans la bibliothèque. Les mots manquent, parfois. La panique s'est répandue. Confinement, barricades improvisées, appel à l'aide. On sent encore l'écho de cette peur. L'école, symbole de sécurité, est devenue un champ de chaos. C'est bouleversant. Les coups de feu ont brisé la routine de la ville. Rien ne sera plus jamais tout à fait pareil. En quelques minutes, la normalité avait disparu. On ressent encore le vide laissé derrière. La survie était devenue la seule priorité. Les premiers appels à la police ont déclenché une intervention immédiate de la GRC. Les opérateurs du 911, submergés par la panique des témoins, ont transmis l'alerte à toutes les unités disponibles. Les sirènes ont brisé le silence de la nuit, résonnant dans les rues désertes, alors que les agents se précipitaient vers l'école, conscients de l'urgence et du danger extrême. En moins de 2 minutes, les agents étaient sur place, confrontés à un tireur encore actif. L'école, habituellement un lieu de sécurité, était devenue un champ de bataille. Les policiers ont progressé prudemment, guidés par les cris et les coups de feu, cherchant à localiser la menace tout en protégeant les survivants terrifiés. Un échange de tirs s'est engagé. La menace était réelle et présente. Les murs résonnaient des détonations, et chaque seconde semblait interminable. Les agents, formés à ce type de crise, mais rarement confrontés à une telle violence, ont fait preuve d'un sang-froid remarquable. Face à l'arrivée des forces de l'ordre, Jessie s'est suicidée. La tension est retombée brutalement, laissant place à un silence assourdissant. Les policiers ont alors commencé à fouiller chaque pièce, à la recherche de survivants et à sécuriser les lieux. Le bilan humain était terrible. 6 morts à l'école, dont 5 élèves et une aide enseignante. Les salles de classe, témoins de l'horreur, étaient jonchées d'effets personnels abandonnés, symbole d'une vie interrompue brutalement. 27 blessés, certains grièvement, ont été évacués vers des hôpitaux spécialisés. Les ambulanciers, épaulés par les pompiers, ont travaillé sans relâche pour stabiliser les victimes, tandis que les familles attendaient, angoissées, des nouvelles de leurs proches. La petite ville n'était pas préparée à une telle violence. Les habitants, choqués, se sont rassemblés dans les rues, cherchant du réconfort auprès de leurs voisins. L'incompréhension et la peur planant sur la communauté, bouleversée à jamais. Le silence après la fusillade était lourd de chagrin. Les couloirs vides résonnaient du souvenir des voix disparues, et la pluie tombant sur les vitres semblait pleurer avec la ville. Les blessures physiques n'étaient que le début du traumatisme. Les survivants, marqués à jamais, allèrent devoir affronter un long chemin de guérison, soutenus par des équipes médicales et psychologiques mobilisées en urgence. La communauté entrait dans une nouvelle ère de douleur. Le choc initial laissait place à la solidarité, mais aussi à la nécessité de comprendre et de reconstruire, dans l'espoir qu'un tel drame ne se reproduise jamais.
À Tumbler Ridge, le choc a tout englouti. Ici, chaque victime avait un visage familier, un nom connu de tous. Les rues se sont transformées en lieux de recueillement, envahies par les secours, la tristesse flottant dans l'air. Une alerte d'urgence a figé la ville, rendant la peur et l'incertitude encore plus palpables. Les écoles ont fermé leurs portes. Le gouvernement a promis que personne ne serait forcé de revenir dans ce lieu marqué par la tragédie. Des veillées silencieuses, des mémoriaux improvisés. La communauté s'est rassemblée, cherchant à commencer, tant bien que mal, à guérir. Mais la douleur s'est aussi répandue en ligne. Désinformation, harcèlement. La communauté transgenre a été prise pour cible. Une innocente a été accusée à tort, subissant une vague de haine injustifiée. Le deuil collectif s'est mêlé à la lutte contre la stigmatisation. Rien n'est simple, mais la communauté avance, un pas à la fois. Les dirigeants fédéraux et provinciaux ont affiché leur solidarité. Les drapeaux ont été mis en berne et des représentants se sont rendus sur place. Le gouvernement a promis un accompagnement psychologique et des solutions scolaires temporaires pour les élèves. La GRC a mené une enquête approfondie. Elle a confirmé que Jessie avait agi seule, sans cible précise. Les points de presse ont cherché à contrer la désinformation et à rassurer la population. L'enquête n'a révélé ni complice, ni lettre de suicide, ni mobile évident. La violence semblait arbitraire, laissant la communauté sans réponse claire. Désormais, la priorité était la reconstruction et le soutien aux survivants. L'enquête a révélé 4 armes à feu, dont une carabine modifiée utilisée lors de l'attaque. Les armes, restituées à la mère malgré des alertes antérieures, témoignaient d'une faille dans le système. Les activités numériques de Jessie, vidéos, jeux, requêtes violentes, ont été analysées en détail. L'intérêt pour la violence était manifeste bien avant la tragédie. Malgré l'accumulation de preuves, aucun mobile unique n'a pu être établi. L'attaque était préméditée, mais sans explication définitive. On se surprend à chercher un sens, à espérer une réponse claire, mais rien ne vient. Le rapport final dressait un portrait glaçant. Maladie mentale, fascination pour la violence, accès aux armes et défaillance systémique. Au bout du compte, la tragédie reste suspendue, sans explication. Et nous restons là, face à l'incompréhensible. La tragédie de Tumbler Ridge n'était pas imprévisible. Les signaux étaient nombreux, mais dispersés. Les systèmes de santé, la police et même la technologie avaient détecté le danger, sans jamais relier les points. La restitution des armes à un foyer instable illustre une faille majeure. L'événement pose la question de la responsabilité collective. Comment prévenir et non seulement réagir ? L'identification du risque n'a pas suffi sans action coordonnée. Le deuil de la communauté s'accompagne d'une prise de conscience douloureuse. La tragédie aurait pu être évitée. Dans un monde saturé d'alertes, sommes-nous prêts à écouter et à agir avant qu'il ne soit trop tard ? Quand je repense à cette bougie éteinte dans la nuit, je me demande combien de fois nous ignorons les signes dans nos propres vies. Peut-être que la vraie vigilance commence par prêter attention, même aux lueurs les plus faibles.